Millionnaire installe des caméras pour licencier une employée noire et forte, mais ce qu'il voit le fait pleurer. Il était une fois, à Paris, un homme appelé Antoine Dubois. Il avait 45 ans et il était le PDG d'une des entreprises de technologie les plus importantes de tout le pays. Son nom apparaissait régulièrement dans les magazines économiques. Son visage était connu dans tous les cercles d'affaires de la nation. Il avait bâti son empire à partir de rien. Il avait commencé en vendant des ordinateurs d'occasion dans un box. Et maintenant, il avait des bureaux dans 6 pays différents. Son hôtel particulier comptait 32 pièces, 4 piscines, un héliport privé et un jardin si vaste qu'il fallait 3 jardiniers à temps plein pour l'entretenir. Mais Antoine Dubois n'était pas heureux, parce que sa femme était morte il y a exactement 8 mois. Isabelle, c'était son nom. Une femme douce, au rire facile et au cœur immense. Ils avaient été mariés pendant 15 ans. Ils avaient tout construit ensemble. Ils avaient rêvé ensemble. Et un matin de juillet, un chauffard ivre avait emporté tout cela pour toujours. L'accident avait été instantané. Isabelle n'avait pas souffert, du moins. C'est ce que les médecins lui avaient dit. Mais son fils, lui, avait souffert. Léo avait 8 ans quand il a perdu sa mère. C'était un enfant intelligent, curieux, plein de questions sur le monde. Et depuis le jour des funérailles, il n'avait plus jamais parlé. Pas un seul mot. Les médecins appelaient cela un mutisme sélectif post-traumatique, une condition dans laquelle le cerveau, submergé par la douleur, fermait simplement la porte de la communication verbale. Antoine avait engagé les meilleurs psychologues du pays. Il avait fait venir des spécialistes d'Europe. Il avait essayé des thérapies expérimentales qui coûtèrent des fortunes. Aucun n'avait réussi à faire dire un seul mot à Léo. L'enfant se contentait de regarder dans le vide, avec des yeux vides, comme si son âme était partie avec sa mère. Il mangeait quand on lui mettait de la nourriture devant lui. Il dormait quand on le conduisait au lit. Il se lavait quand quelqu'un le guidait à la salle de bain. Mais il ne parlait pas. Il ne souriait pas. Il ne jouait pas. C'était comme un fantôme vivant dans le corps d'un enfant de 8 ans. Et Antoine, bien qu'il ait des milliards d'euros, ne pouvait pas acheter la seule chose dont il avait vraiment besoin. La voix de son fils, chaque soir, après le travail. Antoine allait dans la chambre de Léo et s'asseyait près de son lit. Il lui parlait de sa journée. Il lui racontait des histoires. Il lui disait combien il l'aimait. Et Léo se contentait de le regarder, sans répondre, sans réagir. Parfois, Antoine pleurait en silence, espérant que ses larmes réveilleraient quelque chose chez son fils. Mais rien ne fonctionnait. La douleur de perdre Isabelle était énorme. Mais voir son fils s'éteindre lentement était une torture qu'Antoine ne savait pas comment supporter. Un matin de mars, l'agence de service à domicile envoya une nouvelle employée. La précédente avait démissionné. Elle ne pouvait pas supporter l'ambiance lugubre de l'hôtel particulier, avait-elle dit. Antoine n'avait même pas sourcillé. Les employés allaient et venaient constamment. Aucune ne restait plus de quelques mois. La nouvelle s'appelait Fatou Diallo. Elle avait 65 ans. C'était une femme noire, à la peau sombre, comme la nuit la plus profonde. Ses cheveux étaient complètement blancs, relevés en un chignon simple et pratique. Et son corps était grand, rond, avec des hanches larges et des bras forts, qui semblaient capables de porter le monde. Quand Antoine la vit pour la première fois, il faillit la rejeter sur le champ. Ce n'était pas le type d'employé qu'il attendait. Son hôtel particulier était moderne, élégant, minimaliste. Tout était blanc, gris et noir, lignes épurées,
surface polie, et Fatou semblait sorti d'une autre époque, une autre réalité complètement différente. Elle portait une humble robe de coton bleu, délavée par des années de lessive, des chaussures usées qui avaient connu de meilleurs jours, et elle portait une petite valise en carton qui semblait avoir plus d'années qu'elle-même. Sa présence contrastait avec tout ce qu'il y avait dans l'hôtel particulier. Mais l'agence lui avait dit que c'était la seule disponible à ce moment-là. Et Antoine avait urgemment besoin de quelqu'un pour s'occuper de la maison pendant qu'il travaillait. Alors, il accepta, à contre-cœur, et presque avec mépris. Mais il accepta. Il lui montra rapidement l'hôtel particulier. Il lui expliqua les règles d'une voix froide et distante. Ne toucher à ses documents sous aucun prétexte. Ne pas entrer dans son bureau personnel. Ne pas répondre au téléphone. Ne pas ouvrir la porte à qui que ce soit sans son autorisation. Et le plus important de tout, ne pas déranger Léo sous aucun prétexte. L'enfant avait sa propre aile de l'hôtel particulier, sa propre équipe médicale qui venait l'examiner, ses propres infirmières qui venaient 3 fois par semaine pour s'assurer qu'il allait bien physiquement. Fatou ne devait que nettoyer les chambres, cuisiner les repas, laver le linge et rester absolument invisible. C'était tout ce qu'Antoine attendait d'elle. La femme acquiesça en silence en écoutant les instructions. Ses yeux sombres, profonds, comme des puits sans fond, observèrent chaque recoin de l'hôtel particulier sans rien dire. Elle ne posa pas de questions. Elle ne demanda pas de précision. Elle ne montra aucune émotion. Et puis, elle commença simplement à travailler. Les premières semaines furent tout à fait normales. Fatou arrivait tôt chaque matin, avant qu'Antoine ne parte au travail. Elle nettoyait chaque pièce avec une dévotion presque obsessionnelle, laissant tout impeccable. Elle cuisinait des plats simples, mais délicieux, qu'elle laissait dans le réfrigérateur parfaitement étiqueté. Et elle disparaissait avant qu'Antoine ne rentre du travail le soir. C'était exactement ce qu'il avait demandé. Une employée invisible, une présence qui maintenait la maison en marche sans se faire remarquer. Antoine pensait à peine à elle. Elle était simplement une personne de plus dans la longue liste d'employés qui traversait sa vie sans laisser de traces. Mais alors, Antoine commença à remarquer des choses étranges, de petites anomalies qui retinrent son attention. D'abord, ce furent les factures d'électricité. Un soir, en vérifiant les dépenses du mois comme il le faisait toujours, il remarqua que la facture d'électricité avait augmenté de 30% par rapport au mois précédent. Au début, il pensa que c'était une erreur de la compagnie. Mais quand il vérifia les relevés détaillés, il découvrit quelque chose d'inhabituel. Quelqu'un utilisait de l'électricité pendant la nuit, entre 2 heures et 5 heures du matin, des lumières allumées, des appareils électroménagers en marche, des choses qui n'avaient aucun sens. Antoine dormait pendant ces heures, et Léo, selon les infirmières, aussi. Alors, qui était réveillé à 3 heures du matin en train d'utiliser de l'électricité dans son hôtel particulier? Ensuite, ce fut la nourriture. Un jour, Antoine ouvrit le réfrigérateur à la recherche de quelque chose à manger, et il remarqua qu'il manquait des choses. Du lait, du pain, des fruits, des restes de repas précédents, des choses petites, insignifiantes séparément, mais qui s'additionnaient. Antoine inspecte le garde-manger et retrouve le même constat. Des conserves qui avaient disparu, des paquets à moitié pleins alors qu'il se souvenait les avoir vus remplis à ras-bord. Au début, il pensa qu'il était simplement confus, qu'il avait oublié ce qu'il avait acheté. Mais Antoine Dubois n'était pas le genre d'homme à oublier les choses. Il avait bâti un empire en se basant sur son attention aux détails. Et quelque chose n'allait pas. Finalement, ce fut l'argent.
Antoine avait un coffre-fort dans son bureau personnel, où il gardait de l'argent liquide pour les urgences. 10 000 euros, exactement. Toujours 10 000 euros. Un jour, par pur hasard, il décida de le vérifier. Et il manquait 200 euros. Ce n'était pas beaucoup d'argent pour lui. 200 euros, c'était ce qu'il dépensait pour un déjeuner d'affaires sans y penser à deux fois. Mais c'était le début de quelque chose qu'il connaissait très bien, le schéma du voleur. Antoine avait observé ce comportement des centaines de fois dans le monde des affaires. Les employés malhonnêtes commençaient toujours petits, testant les limites, voyant jusqu'où ils pouvaient aller sans se faire découvrir. 200 aujourd'hui, 2000 la semaine prochaine, 20 000 le mois suivant. C'était une progression inévitable. Et Antoine savait exactement qui était la coupable. Fatou. Elle était la seule nouvelle personne dans la maison, la seule variable différente dans son équation parfaitement contrôlée. La femme avec la valise en carton et la robe délavée. La femme qui avait probablement passé toute sa vie à servir les riches et à rêver d'avoir ce qu'ils avaient. C'était tellement évident qu'Antoine se sentit presque insulté par le côté prévisible de la situation. Mais il n'allait pas la confronter sans preuve, parce que s'il l'accusait injustement, elle pourrait le poursuivre. Elle pourrait aller dans les médias. Elle pourrait le transformer en ce milliardaire raciste qui a accusé une pauvre femme noire sans la moindre preuve. Antoine Dubois n'était pas arrivé là où il était en étant impulsif. Il n'avait pas bâti un empire en prenant des décisions basées sur des suppositions. Alors, il décida de faire ce qu'il savait faire de mieux. Recueillir des données, réunir des preuves, construire un dossier irréfutable. Cette même semaine, il engagea la meilleure entreprise de sécurité de Paris. Il les paya le triple de leur tarif normal pour qu'ils travaillent vite et avec une discrétion absolue. En 2 jours, son hôtel particulier était équipé d'un système de caméras cachées de dernière génération. Des caméras dans la cuisine, cachées dans les détecteurs de fumée. Des caméras dans les couloirs, déguisées en détecteurs de mouvement. Des caméras dans le garde-manger, intégrées aux étagères. Des caméras dans le salon, dissimulées dans les pots des plantes artificielles. Il installa même une caméra dans le couloir, menant à l'aile de Léo. Pas dans la chambre de l'enfant, parce que cela lui semblait trop intrusif, même pour lui, mais dans le couloir, pour voir qui entrait et sortait. Les caméras avaient une vision nocturne, haute définition, un enregistrement continu avec stockage dans le cloud. Et elles étaient connectées directement à une application sur son téléphone. Antoine pouvait voir tout ce qui se passait dans sa maison depuis n'importe quel endroit du monde, en temps réel, en haute résolution, avec l'audio inclus. C'était un système de surveillance parfait. Et maintenant, il n'avait plus qu'à attendre que Fatou tombe dans le piège. Les premières nuits, il ne vit rien d'inhabituel. Fatou faisait le ménage pendant la journée exactement comme d'habitude. Elle partait à 18 heures, comme prévu, et l'hôtel particulier sombrait dans un silence absolu. Antoine consultait les enregistrements chaque matin pendant le petit déjeuner, à la recherche de la moindre anomalie. Mais tout semblait normal. Il commença à penser qu'il s'était peut-être trompé, que l'argent manquant était peut-être une erreur de comptage, que la nourriture disparue était le fruit de son imagination. Mais la 4e nuit, tout changea. À 2h47 du matin exactement, une des caméras détecta un mouvement. Antoine était dans son bureau du centre de Paris, travaillant sur un projet urgent qui nécessitait toute son attention. Un client important d'Asie voulait conclure un accord, et le décalage horaire impliquait de travailler la nuit. Quand il vit la notification sur son téléphone, son cœur s'emballa. Alerte de mouvement détecté. Caméra 7. Couloir L est
Il l'avait enfin attrapé. Il ouvrit l'application des caméras avec des mains tremblantes d'anticipation. Chercha la caméra qui avait détecté le mouvement. C'était la caméra du couloir menant à l'aile de Léo. Et ce qu'il vit sur l'écran de son téléphone le laissa complètement paralysé. Fatou marchait lentement dans le couloir sombre. La vision nocturne de la caméra la montrait dans des tons verdâtres, comme une apparition fantomatique dans l'obscurité. Elle portait la même robe bleue que d'habitude. Mais maintenant, elle portait aussi des gants jaunes en caoutchouc, les gants de ménage typiques. Et elle portait quelque chose dans ses mains avec beaucoup de soin, une assiette. Antoine ajusta le zoom de la caméra pour mieux voir, son cœur battant de plus en plus vite. Dans l'assiette, il y avait ce qui semblait être de la soupe et un morceau de pain à côté. La femme marcha jusqu'à la porte de la chambre de Léo, à pas lents et mesurés. Elle s'arrêta devant la porte, regarda des deux côtés du couloir, comme pour vérifier que personne ne l'observait. Puis, elle frappa doucement 3 fois, un schéma spécifique, comme s'il s'agissait d'un signal convenu. Et alors, elle ouvrit la porte et entra dans la chambre de son fils. Antoine sentit son sang bouillir dans ses veines. Il lui avait donné des instructions explicites, absolument claires, de ne pas déranger son fils, de ne pas entrer dans cette aile de l'hôtel particulier en aucune circonstance. Et cette femme l'avait complètement désobéi. Pire encore, elle entrait dans la chambre d'un enfant vulnérable, traumatisé, à 3 heures du matin. Qui sait ce qu'elle faisait là-dedans? Et qui sait quelles étaient ses intentions? Antoine prit son téléphone avec fureur et commença à composer le numéro de la police. Il allait signaler une effraction, une intrusion, un possible abus sur mineur. Il allait faire arrêter cette femme et la jeter en prison pour le reste de sa vie. Mais alors il s'arrêta, ses doigts de flottant au-dessus de l'écran sans appuyer sur le bouton d'appel, parce qu'il n'avait pas de caméra à l'intérieur de la chambre de Léo. Il ne savait pas ce qui se passait réellement là-dedans. Et s'il appelait la police sans preuve concrète que quelque chose de grave se produisait, il pourrait passer pour un paranoïaque. Il pourrait effrayer son fils. Il pourrait empirer les choses. De plus, la police poserait des questions. Des journalistes viendraient. L'histoire ferait la une des journaux. Milliardaire appelle la police pour faire arrêter une employée de maison de 65 ans. Il pouvait voir les titres. Il pouvait sentir les dommages à sa réputation. Non. Il devait être plus intelligent que ça. Il décida d'attendre, de voir ce qui se passerait quand Fatou sortirait de la chambre. S'il sortait avec quelque chose de volé, il la confronterait. S'il remarquait que son fils était perturbé, il interviendrait. Mais pour l'instant, il se contenterait d'observer. 10 minutes passèrent. Antoine fixait l'écran, immobile. La porte de la chambre de Léo restait désespérément close. 20 minutes. Son café avait complètement refroidi. Les documents de son client asiatique gisaient oubliés sur le bureau. 30 minutes. Un panique s'emparait d'Antoine. Que faisait cette femme avec son fils pendant si longtemps? Il ne pouvait penser qu'à Léo, à son fils, si vulnérable, à son enfant, incapable de demander de l'aide, mutique, 40 minutes. Antoine avait décidé que si la porte ne s'ouvrait pas dans les 5 prochaines minutes, il quitterait son bureau en trombe, foncerait à son hôtel particulier et entrerait dans cette chambre, quoi qu'il en coûte, à 3h42 du matin. La porte s'ouvrit enfin. Antoine retint son souffle. Fatou sortit lentement de la chambre, mais elle ne portait plus le plateau. Ses mains étaient désespérément vides. Et sur son visage, il y avait quelque chose qu'Antoine ne parvint pas à identifier immédiatement. Une expression étrange, complexe, comme une tristesse profonde, mêlée à de la tendresse,
La femme referma la porte de la chambre avec une délicatesse exquise, sans le moindre bruit. Elle resta plantée devant la porte fermée pendant de longues secondes, comme si elle priait ou méditait. Puis elle retraversa le couloir vers la cuisine. Ses pas étaient lents, fatigués, comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules. Elle disparut du champ de la caméra. Antoine resta devant l'écran de son téléphone pendant de longues minutes encore, attendant, réfléchissant, analysant. Quelque chose ne collait absolument pas. Si Fatou volait ou faisait quelque chose de mal, pourquoi avait-elle l'air si triste? Les voleurs n'ont pas cette expression après avoir volé. Les agresseurs ne marchent pas ainsi après avoir fait du mal. Il avait assisté à suffisamment d'interrogatoires en entreprise pour savoir comment se comportent les coupables. Et Fatou n'avait aucun des comportements typiques de la culpabilité. Il y avait autre chose ici. Quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas discerner à travers l'écran de son téléphone. Et il devait le découvrir. Le lendemain, Antoine arriva à l'hôtel particulier bien plus tôt que d'habitude. Normalement, il ne rentrait pas avant 20 heures, 21 heures. Mais aujourd'hui, il arriva à 14 heures. Fatou était dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner, lorsqu'elle l'entendit entrer. Elle se retourna, surprise, une louche en bois à la main. « Monsieur Dubois, je ne vous attendais pas si tôt. Tout va bien ?» Antoine la fixa droit dans les yeux, étudiant chaque centimètre de son visage, cherchant des signes de culpabilité, de nervosité, de tromperie. Mais il ne vit que les mêmes yeux fatigués qu'à l'accoutumée, des yeux qui en avaient trop vu, des yeux qui portaient des histoires qu'il ne connaissait pas. « J'avais une réunion qui a été annulée, » mentit-il doucement. « Je vais travailler depuis la maison aujourd'hui. » Fatou hocha la tête sans poser d'autres questions et reprit son travail dans la cuisine. Elle ne sembla pas troublée par sa présence inattendue, ni inquiète d'avoir été découverte en train de faire quelque chose. Elle continua simplement à cuisiner, comme si de rien n'était. Antoine monta dans son bureau au 2e étage, mais il ne travailla pas une seule minute. Au lieu de cela, il passa toute la journée à éplucher les enregistrements des caméras des dernières semaines. Il découvrit que Fatou entrait dans la chambre de Léo tous les soirs depuis 2 semaines complètes, toujours à la même heure approximative, entre 2h30 et 3h du matin, toujours avec une assiette de nourriture à la main. Soupe, pain, fruits, lait chaud, restant toujours entre 30 minutes et 1 heure pile, et ressortant toujours avec cette même expression de tristesse mêlée à de la tendresse. Antoine ne comprenait absolument rien. Les infirmières qui visitaient Léo 3 fois par semaine n'avaient jamais mentionné quoi que ce soit d'inhabituel à propos de l'enfant. Les psychologues qui venaient régulièrement disaient que l'enfant ne parlait toujours pas, ne montrait aucun progrès significatif. Tout semblait parfaitement normal pendant la journée. Mais la nuit, quelque chose de mystérieux se passait. Quelque chose qui ne se produisait que dans l'obscurité. Quelque chose qu'Antoine ne pouvait ni voir ni comprendre. Il décida qu'il avait besoin de plus d'informations avant d'agir. Cet après-midi-là, alors que Fatou était occupé à nettoyer le 2e étage de l'hôtel particulier, Antoine descendit silencieusement dans la chambre de Léo. Il frappa doucement à la porte avec les jointures des doigts. Pas de réponse. Comme toujours, il entra quand même, en poussant la porte lentement. Son fils était assis sur le lit, regardant par la fenêtre vers le jardin. Comme toujours, exactement comme tous les jours depuis les funérailles d'Isabelle. « Salut champion », dit Antoine de la voix la plus douce qu'il put produire. « Comment vas-tu aujourd'hui » Léo ne répondit pas. Il ne tourna même pas la tête pour le regarder. Antoine ressentit la même douleur qu'à chaque fois, se planter dans sa poitrine,
Ce vide terrible qui ne disparaissait jamais, peu importe le temps qui passait. Il s'assit sur le lit à côté de son fils. Il scruta la pièce à la recherche de quelque chose de différent, d'un changement qui expliquerait ce qui se passait. Et alors il le vit. Sur la table de chevet, à côté du lit, il y avait une assiette vide. Le même type d'assiette qu'il avait vu sur les enregistrements. Et à côté de l'assiette, un dessin. Antoine prit le dessin avec des mains tremblantes. C'était un dessin fait au crayon de couleur, simple, enfantin, imparfait. Mais ce qu'il montrait arrêta complètement son cœur pendant une seconde. Le dessin représentait une grande femme à la peau foncée, dessinée au crayon marron. Elle avait les cheveux blancs faits au crayon argenté, et de sa bouche sortaient des notes musicales colorées. La femme était en train de chanter. À côté de la femme, il y avait un petit garçon dessiné avec beaucoup de soin, et le garçon avait quelque chose sur son visage qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois. Un sourire. Le garçon du dessin souriait en écoutant la femme chanter. Antoine regarda le dessin pendant de longues secondes éternelles, les yeux remplis de larmes. Son fils n'avait absolument rien dessiné depuis la mort de sa mère. Rien. Les thérapeutes avaient tout essayé pendant des mois. Crayon, crayon de couleur, peinture, pâte à modeler, toutes les formes d'expression artistique qu'ils pouvaient imaginer. Léo refusait de créer quoi que ce soit. Il restait là, à fixer les matériaux sans les toucher, comme s'il ne comprenait pas à quoi ils servaient. Et maintenant, soudain, sans aucune intervention professionnelle, il avait fait un dessin de Fatou, un dessin où lui, Léo, souriait. « Qui est-ce » demanda Antoine d'une voix tremblante, en montrant la femme du dessin. Léo ne répondit pas avec des mots, mais pour la première fois en 8 mois interminables, il tourna lentement la tête pour regarder son père, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'Antoine n'avait pas vu depuis le jour des funérailles d'Isabelle. La vie, une étincelle minuscule, mais indéniable de vie. Cette nuit-là, Antoine n'alla pas à son bureau du centre-ville. Il resta à l'hôtel particulier, attendant en silence, observant. À 11 heures du soir, il éteignit toutes les lumières de sa chambre et fit semblant d'être profondément endormi. À 2h30 du matin, exactement, il entendit des pas doux dans le couloir. Il se leva du lit sans faire de bruit, marcha pieds nus jusqu'à la porte de sa chambre et l'ouvrit à peine d'une fente minime. Il vit Fatou marcher vers l'aile de Léo de son pas lent caractéristique. Elle portait le même plat que d'habitude. Cette fois, il semblait s'agir d'une soupe de poulet aux nouilles et d'un morceau de pain de campagne à côté. Antoine attendit que la femme entre dans la chambre de son fils. Et puis, très lentement, retenant sa respiration, il la suivit dans le couloir sombre. La porte de la chambre de Léo était entrebâillée. Une ligne délicate de lumière ténue s'échappait par la fente. Antoine s'approcha sans faire le moindre bruit, déplaçant ses pieds avec extrême précaution sur le parquet. Il se positionna près de la porte et regarda à travers la fente. Ce qu'il vit dans les prochaines minutes changea sa vie pour toujours. Fatou était assise sur le sol froid de la chambre, près du lit de Léo, pas sur une chaise, pas au bord du lit, sur le sol, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'enfant était éveillé, assis sur le lit, les jambes croisées et les yeux grands ouverts. Il ne regardait pas dans le vide comme il le faisait pendant la journée. Il regardait directement Fatou, avec attention, avec intérêt, avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. Et Fatou était en train de chanter. C'était une chanson douce,
une mélodie ancienne qu'Antoine ne reconnaissait pas, mais qui lui semblait étrangement familière, comme une berceuse qui avait survécu à des générations entières, comme quelque chose qui existait depuis avant même qu'il n'existe de mots pour le décrire. La voix de Fatou était grave et chaleureuse, profonde et riche, comme le son de la pluie tombant doucement sur un toit de zinc vieille, comme le murmure d'une rivière coulant entre des pierres anciennes. C'était une voix qui parlait directement à l'âme, sans passer par l'esprit. Et pendant qu'elle chantait, Fatou tenait la main de Léo entre les siennes. Les mains grandes et ridées de la femme enveloppaient complètement la petite main de l'enfant. Et Léo ne s'éloignait pas, ne se tendait pas, ne montrait aucun signe d'inconfort. Au contraire, l'enfant la regardait fixement, sans ciller, complètement absorbé par la chanson, comme si ses notes étaient de l'oxygène et qu'il s'était noyé pendant des mois. Antoine n'avait jamais vu son fils aussi concentré sur quelque chose, aussi présent dans le moment, aussi incroyablement vivant. La chanson se termina doucement, les dernières notes s'évanouissant dans le silence de la nuit. Fatou sourit. Un sourire rempli d'amour véritable. Maintenant mange ta soupe, mon petit, dit-elle d'une voix douce et maternelle. Car demain tu dois être fort pour affronter la journée. Et alors, il se produisit quelque chose qu'Antoine avait cessé de croire possible. Léo prit la cuillère qui était dans l'assiette. Il la prit seul, sans aide, sans que personne ne guide sa main, et commença à manger, cuillère après cuillère, gorgée après gorgée, mâchant le pain avec un appétit réel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Antoine dut se couvrir la bouche avec les deux mains pour ne pas faire de bruit. Les larmes commençaient à couler sur son visage sans contrôle. Son fils n'avait pas mangé seul depuis la mort de sa mère. Les infirmières devaient le nourrir. Elles devaient mettre la cuillère dans sa bouche, parce qu'il ne le faisait pas de lui-même. Les médecins étaient sérieusement préoccupés par son poids. Ils avaient parlé d'alimentation intraveineuse si les choses ne s'amélioraient pas. Et maintenant, à 3 heures du matin, en secret, Léo mangeait de la soupe comme s'il n'avait jamais cessé de le faire. Fatou l'observait avec un sourire triste et magnifique. « Ta maman serait très fière de toi », dit-elle pendant que l'enfant mangeait. Très très fière. Léo arrêta de manger pendant un moment, baisa la cuillère lentement dans l'assiette, regarda Fatou avec ses yeux grands et expressifs qu'il avait hérités d'Isabelle. Et alors, pour la première fois en 8 mois de silence absolu, il ouvrit la bouche et parla. Elle chantait cette chanson, dit l'enfant d'une voix petite et fragile par le manque d'usage. Maman chantait cette chanson. Antoine dut s'asseoir sur le sol du couloir. Ses jambes ne le soutenaient plus. Son fils avait parlé. Après 8 mois interminables de silence total, de séances de thérapie ratées, de spécialistes déconcertés, de nuits de désespoir, il avait dit une phrase complète. Et ce n'était pas grâce à un traitement coûteux. C'était grâce à une employée de maison de 65 ans qui chantait à 3 heures du matin. Fatou acquiesça lentement aux paroles de l'enfant. « Je sais, mon petit, je sais. C'est pour ça que je la chante pour toi, pour que tu ne l'oublies jamais, pour que tu puisses toujours l'écouter quand tu en as besoin. Comment connais-tu la chanson de maman ?» demanda Léo avec une curiosité véritable. Fatou sourit avec une tendresse infinie, parce que toutes les mamans du monde connaissent cette chanson. Mon petit. C'est la chanson que nous chantons quand nos enfants ont peur, quand ils sont tristes, quand ils sentent que le monde est trop grand et sombre. C'est la chanson qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes jamais seuls. Léo baissa les yeux vers son assiette de soupe à moitié terminée. Son expression changea. Elle devint plus sérieuse et plus fragile. « Maman me manque beaucoup.
dit-il d'une voix petite qui s'entendait à peine. Elle me manque tous les jours. Je sais, mon petit. Ma mère me manque aussi. Et mes enfants. Et tous ceux qui ne sont plus avec moi. Fatou prit la main de Léo de nouveau entre les siennes. Mais ils ne partent pas vraiment. Tu sais, ils ne partent jamais complètement. Elle toucha la poitrine de l'enfant avec son autre main, juste au-dessus du cœur. Ils restent ici, dans ton cœur. Et chaque fois que tu te souviens de sa chanson, chaque fois que tu penses à elle avec amour, elle est avec toi. Elle sera toujours avec toi, jusqu'au dernier jour de ta vie. Léo regarda Fatou pendant un long moment de silence. Ses yeux brillaient de larmes qui ne tombaient pas. Et alors, il fit quelque chose qu'Antoine n'aurait jamais imaginé de sa vie. Il se leva du lit lentement, marcha les quelques pas qui le séparaient de Fatou, et la prit dans ses bras. Il la prit dans ses bras, avec toute la force de ses 8 ans. Il s'accrocha à elle comme si elle était une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Et Fatou le soutint, le berça dans ses bras grands et doux et chauds, le berça comme on berce un bébé, et elle recommença à chanter. Cette même chanson, cette même mélodie ancienne qui avait traversé le temps. Et Léo ferma les yeux. Il cessa de se battre, cessa de résister, cessa de se cacher du monde, et il se laissa bercer, comme si, finalement, après 8 mois de cauchemars constants, il avait trouvé un endroit SR où se reposer. Antoine se laissa glisser le long du mur du couloir, jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Les larmes coulaient sans contrôle sur son visage. Il n'essayait pas de les retenir. Il ne pouvait pas croire ce qu'il était en train de voir. Cette femme, cet employé, cette personne qu'il avait jugée sur son apparence, cette personne qu'il avait voulu renvoyer et faire arrêter. Elle avait réussi en 2 semaines ce que les meilleurs spécialistes du monde n'avaient pas pu accomplir en 8 mois complets. Elle avait rendu son fils. Elle avait allumé une lumière dans l'obscurité. Antoine resta là, assis dans le couloir sombre, pleurant en silence, jusqu'à ce que Fatou sorte enfin de la chambre. Lorsque la femme ouvrit la porte et le vit assis par terre, le visage inondé de larmes, elle s'arrêta net. Son visage se remplit d'une peur véritable. « Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Oh, je sais que vous m'aviez dit de ne pas entrer dans la chambre du petit. Je sais que j'ai désobéi à vos instructions. Mais il avait besoin. » Antoine se leva lentement du sol. Ses jambes tremblaient encore. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il se planta devant Fatou dans le couloir sombre et d'une voix brisée par l'émotion. Il posa la seule question qui importait. « Comment avez-vous fait? Comment avez-vous réussi à faire reparler mon fils ?» Fatou baissa les yeux vers le sol, comme si elle avait honte. « Je n'ai rien fait de spécial, monsieur. J'ai juste écouté. » Que voulez-vous dire par là? La première semaine où je suis arrivé dans cet hôtel particulier, je l'ai vu regarder par la fenêtre, des heures et des heures à regarder dehors sans bouger, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que j'ai immédiatement reconnu. Quoi? La même douleur que j'ai ressentie quand j'ai perdu mon mari il y a plusieurs années, et après quand j'ai perdu mes enfants. Antoine sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous avez perdu vos enfants ?» Fatou acquiesça lentement, sans lever les yeux. « J'en ai eu 3, 2 garçons et une fille. Ils sont tous les 3 morts dans un accident de bus il y a 15 ans. Ils allaient à l'école comme tous les matins. Le chauffeur s'est endormi au volant. Le bus est tombé dans un ravin. Il n'y a pas eu de survivants. » Antoine ne sut pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour répondre à une chose pareille. « Moi aussi, j'ai arrêté de parler après ça, » continua Fatou d'une voix tranquille. « Pendant presque 1 an entier, je n'y arrivais pas.
Les mots ne sortaient pas de ma bouche. C'était comme si ma gorge s'était fermée pour toujours, comme si mon corps refusait de participer à un monde où mes enfants n'existaient plus. Qu'est-ce qui vous a aidé à reparler? Une voisine, une vieille femme qui vivait seule dans la maison d'à côté. Elle avait perdu son mari et ses 2 frères dans une inondation de nombreuses années auparavant. Elle connaissait la douleur comme je la connaissais. Fatou finit par lever les yeux pour regarder Antoine. Elle venait tous les soirs chez moi. Elle s'asseyait près de mon lit. Elle ne me parlait pas. Elle ne me donnait pas de conseils. Elle ne me disait pas que je devais être forte ou que le temps guérirait mes blessures. Elle chantait juste les mêmes chansons que je chantais à mes enfants quand ils étaient petits. Et elle me rappelait que je n'étais pas seul, que quelqu'un comprenait ma douleur sans avoir besoin de mots. Fatou regarda vers la porte fermée de la chambre de Léo. Elle ne me disait pas que je devais surmonter ça. Elle ne me mettait pas la pression. Elle était juste là, soir après soir, jusqu'à ce qu'un jour, sans y penser, je lui réponde. J'ai commencé à chanter avec elle, et les mots sont revenus. Et c'est pour ça que vous avez chanté pour mon fils. Fatou acquiesça. Une nuit, je l'ai entendu pleurer. Il était presque 3 heures du matin. Je n'arrivais pas à dormir, comme beaucoup de nuits, et je l'ai entendu. Il pleurait très doucement, pour que personne ne l'entende, pour ne déranger personne. Mais je l'ai entendu, et j'ai su exactement ce qu'il ressentait. Parce que j'avais pleuré comme ça beaucoup de nuits après avoir perdu mes enfants. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi avez-vous gardé tout ça secret tout ce temps? Parce que vous m'aviez clairement dit de ne pas le déranger. Et parce que... Fatou hésita, cherchant les mots justes. Parce que je savais que vous ne me croiriez pas, que vous penseriez que j'étais folle, ou que je voulais obtenir quelque chose, ou pire, que je faisais quelque chose de mal avec votre fils. Antoine baissa la tête, accablé par la honte. Elle avait parfaitement raison. Il avait pensé exactement ça. Il avait présumé le pire sans aucune preuve réelle. Il avait installé des caméras comme s'il s'agissait d'une enquête criminelle. Il avait prévu de la renvoyer et de la faire arrêter. Et pendant tout ce temps, alors qu'il la surveillait avec suspicion, elle avait été en train de sauver son fils, chanson après chanson, soir après soir, avec une patience infinie. « Fatou !» dit Antoine d'une voix tremblante qu'il reconnaissait à peine comme la sienne. « J'ai besoin que vous me pardonniez. » « Vous pardonnez? Pourquoi? Pour tout. Pour vous avoir traité comme une criminelle. Pour vous avoir surveillé avec des caméras comme si vous étiez une voleuse. Pour vous avoir jugé sur votre apparence sans vous connaître. Pour ne pas avoir vu ce que vous étiez réellement. » Fatou sourit avec une tristesse douce. « Vous n'avez pas à vous excuser, monsieur Dubois. Vous protégiez juste votre fils. N'importe quel père ferait la même chose. L'amour d'un père ressemble parfois à de la méfiance. Je comprends ça. Mais j'avais complètement tort. Sur toute la ligne. Absolument sur toute la ligne. » Antoine regarda Fatou directement dans les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas une femme de ménage. Il ne vit pas une femme pauvre. Il ne vit pas quelqu'un d'insignifiant qui nettoyait son hôtel particulier. Il vit une mère qui avait perdu tout ce qu'elle aimait et qui avait malgré tout trouvé la force de continuer. Une mère qui utilisait sa douleur pour guérir la douleur des autres. Une mère qui n'avait rien et qui donnait tout. « Comment avez-vous su la chanson exacte ?» demanda Antoine. « La chanson que chantait ma femme à Léo ?» Fatou sourit. « Je ne la connaissais pas. Je n'avais aucune idée de laquelle c'était. » « Alors comment ?»« La première nuit où je suis entré dans la chambre de votre fils. Il tenait une photo de sa maman serrée contre sa poitrine. Et il fredonnait quelque chose, très doucement, presque inaudible. Mais je l'ai entendu. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. « Je lui ai demandé s'il voulait que je chante avec lui, » continua Fatou. « Je n'ai pas parlé. J'ai juste fait le geste de chanter.
et il a acquiescé de la tête. Alors, j'ai commencé à fredonner la même chose que lui, en suivant sa mélodie, en imitant les sons qu'il faisait. Et petit à petit, soir après soir, j'ai appris la chanson complète. Léo vous a appris la chanson? Oui, sans mots, sans explication, juste avec des sons et des gestes. Mais chaque nuit, il m'en apprenait un peu plus. Et moi, j'ajoutais les paroles que je sentais qui correspondaient. Les mots que mon cœur me disait qui appartenaient à cette mélodie. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il était en train d'entendre. Son fils, qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis 8 mois, que les psychologues avaient déclaré complètement fermé à toute communication, communiquait avec Fatou à travers la musique. Il avait trouvé une façon d'exprimer sa douleur, de partager son monde intérieur, sans avoir à utiliser des mots, et Fatou avait été suffisamment sage, suffisamment patiente, suffisamment aimante pour l'écouter de cette manière. Ce soir, il a prononcé son premier mot entier, à voix haute, dit Antoine. Cela fait 8 mois qu'il n'a parlé à personne. Je sais, répondit Fatou. C'est pour ça que je pleurais en sortant de la chambre. Tu pleurais aussi. Toutes ces années, depuis que j'ai perdu mes enfants, j'ai chanté cette chanson et d'autres similaires à des enfants qui ne sont pas les miens, dans les familles où je travaillais, avec des voisins qui avaient besoin de réconfort, essayant de combler l'énorme vide qu'ont laissé Carlos, Eduardo et Rosita. Fatou essuya une larme qui avait échappé à sa joue. Mais aucun de ses enfants n'avait répondu comme Léo. Je n'avais jamais senti que je faisais une vraie différence, jusqu'à ce soir. Ce soir, quand il a parlé, j'ai su que mes enfants étaient fiers de moi. J'ai su que toute la douleur avait valu la peine. Antoine s'approcha d'elle lentement. « Je ne veux pas que tu partes, » dit-il d'une voix ferme. « Je veux que tu restes dans cet hôtel particulier, pas comme employé, mais comme partie de cette famille. » Fatou le regarda avec une surprise véritable. « Monsieur Dubois, je ne peux pas. Mon fils a besoin de toi, et je crois que moi aussi. Cet hôtel particulier est vide depuis la mort d'Isabelle, rempli d'objets de valeur, mais complètement vide de vie, vide d'amour, vide de tout ce qui compte. Et tu as apporté quelque chose que je ne savais pas que j'avais besoin désespérément. Quoi donc? De l'espoir. » Fatou baissa les yeux vers ses mains ridées. « Je ne suis personne de spécial, monsieur. Je suis juste une vieille femme qui sait écouter, qui connaît la douleur et qui n'en a pas peur. » « C'est exactement ce dont nous avons besoin, » dit Antoine. « Quelqu'un qui sache écouter vraiment, quelqu'un qui comprenne sans juger, quelqu'un qui n'ait pas peur de s'asseoir sur le sol froid à 3 heures du matin et de chanter pour un enfant brisé. » Antoine prit les mains de Fatou entre les siennes. « S'il te plaît, dit-il, reste avec nous. » Fatou regarda ses mains qui tenaient les siennes, les mains d'un millionnaire, d'un homme qui avait tout le pouvoir du monde, et qui maintenant suppliait une femme de ménage de ne pas l'abandonner. Le monde était étrange, imprévisible, rempli de rebondissements inattendus. 15 ans auparavant, Fatou avait perdu tout ce qu'elle aimait dans un accident de bus. Elle avait pensé que sa vie était terminée ce jour-là, qu'elle attendait juste son tour de partir, mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait tort, sa vie n'était pas terminée. Elle avait juste pris un chemin différent, un chemin qui l'avait menée jusqu'à cet hôtel particulier, jusqu'à cet enfant blessé, jusqu'à cette nouvelle opportunité d'aimer. « D'accord, » dit finalement Fatou. « Je reste. » Les semaines suivantes furent les plus heureuses qu'Antoine Dubois ait vécues depuis la mort d'Isabelle. Léo commença à parler de plus en plus chaque jour. D'abord, ce furent des mots isolés. « Oh, faim, fatigué, merci. » Puis, des phrases courtes. « Je veux plus de soupe. J'aime cette chanson. Bonjour, grand-mère, grand-mère. » C'est ainsi qu'il avait commencé à appeler Fatou.
sans que personne ne le lui demande. Et finalement, des conversations complètes, des histoires sur sa journée, des questions sur le monde, des rires à cause de blagues idiotes. Les médecins et les psychologues ne pouvaient pas croire à cette transformation. L'enfant qu'ils avaient diagnostiqué avec un mutisme sévère, qu'ils avaient déclaré presque sans espoir, parlait maintenant sans arrêt. Il racontait des histoires inventées sur des dragons et des châteaux. Il posait des questions sur les étoiles et les planètes. Il riait de bon cœur quand Fatou faisait des voix amusantes. Et tout avait commencé avec une chanson à 3 heures du matin. Fatou emménagea définitivement dans une chambre de l'hôtel particulier. Antoine insista pour qu'elle ait son propre espace digne d'elle. Sa propre télévision, sa propre salle de bain complète, des meubles neufs choisis spécialement pour son confort. Mais Fatou n'était presque jamais dans cette chambre. Elle passait la plupart de son temps avec Léo. Ensemble, ils cuisinaient des cookies aux pépites de chocolat qui remplissaient la cuisine d'arômes sucrés. Ils regardaient des films d'animation, blottis sur le grand canapé. Ils jouaient dans le jardin à la poursuite de papillons imaginaires. Et tous les soirs, sans exception, Fatou allait dans la chambre de Léo pour lui chanter la chanson avant de dormir. C'était leur rituel sacré, leur moment spécial, que personne n'interrompait, et Antoine les observait depuis la porte entr'ouverte, avec des larmes silencieuses dans les yeux, remerciant l'univers d'avoir envoyé cette femme, extraordinaire dans leur vie. Un jour, Antoine était dans son bureau de l'hôtel particulier, en train de visionner d'anciens enregistrements des caméras de surveillance. Il ne les utilisait plus pour surveiller qui que ce soit. Il les utilisait pour se souvenir, pour revoir ces moments magiques à 3 heures du matin qui avaient absolument tout changé, et en regardant les enregistrements. Avec nostalgie, il découvrit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué avant. Lors d'une des premières nuits, Fatou était entrée dans la chambre de Léo, avec quelque chose de plus que juste de la nourriture. Elle portait un livre sous le bras. Antoine ajusta le zoom de l'enregistrement pour mieux voir le titre. Ce n'était pas un livre, c'était un album de photos, un album vieux et usé que Fatou avait. Apporté de chez elle, Antoine alla immédiatement chercher Fatou et lui demanda à propos de l'album. Elle sourit avec douceur et le sortit d'un tiroir de sa chambre. « C'est mon trésor le plus grand », dit-elle en l'ouvrant avec révérence. « La seule chose qui me reste de... » À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, jaunies par le temps, tachées par des larmes versées il y a de nombreuses années. Des photos de 3 enfants souriants, 2 garçons de différents âges et une petite fille avec des tresses. « Mes enfants », dit Fatou en montrant chacun d'eux. Carlos, mon aîné, Eduardo, celui du milieu, et Rosita, ma princesse. Antoine regarda les photos en silence respectueux. Les enfants semblaient heureux, remplis de vie et d'espoir, complètement inconscients du destin terrible qui les attendait. « Tu as montré ces photos à Léo ?» demanda Antoine doucement. « Oui », répondit Fatou. « Je lui ai raconté l'histoire de chacun d'eux, comment ils étaient, ce qu'ils aimaient, leurs rêves, leurs peurs, et comment ils sont morts. Pourquoi ? Parce que je voulais qu'il sache qu'il n'était pas seul dans sa douleur, que d'autres personnes aussi avaient perdu ceux qu'elles aimaient de tout leur cœur, et que malgré tout, d'une manière ou d'une autre, il continuait d'avancer, il continuait de chanter, il continuait de vivre, il continuait de trouver des raisons de se réveiller chaque matin. Antoine referma l'album avec un « Soin infini, Fatou », dit-il. Il faut que je te demande encore quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Dites-moi, monsieur, l'argent qui manquait dans mon coffre-fort. Les $200. C'est vous qui les avez pris ? Fatou baissa les yeux vers ses mains, visiblement honteuse. Oui, monsieur, c'est moi. Je suis vraiment désolé. Je n'ai aucune excuse. Antoine ne dit rien. Il attendit simplement qu'elle s'explique.
Fatou soupira profondément. Ma voisine, Madame Dubois, la femme qui m'a aidé quand j'ai perdu mes enfants, elle est très malade depuis des mois. Elle vit seule et n'a plus de famille pour s'occuper d'elle. Elle n'a plus d'argent pour ses médicaments parce que sa retraite suffit à peine à manger. Elle fit une pause, luttant contre ses larmes. Je voulais l'aider. Je voulais lui rendre au moins un peu de tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais mon salaire ne suffisait pas. Et un jour, je nettoyais votre bureau et j'ai vu le coffre-fort ouvert. Et j'ai vu tout cet argent-là. Et j'ai pensé que vous ne le remarqueriez jamais, que 200 $ ne représentaient rien pour quelqu'un comme vous. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé l'argent directement? Fatou le regarda avec des yeux remplis d'une tristesse ancienne. Monsieur Dubois, de toute ma vie, personne ne m'a jamais rien donné sans attendre quelque chose en retour. J'ai travaillé depuis que j'avais 10 ans. J'ai nettoyé les maisons de gens riches qui ne me regardaient même pas dans les yeux, qui me traitaient comme si je faisais partie des meubles. Demandez, c'est très difficile quand toute votre vie on vous a appris que vous ne méritez rien, que vous n'avez pas le droit de demander. Antoine sentit une douleur profonde dans sa poitrine. Pas à cause de l'argent volé, à cause de l'injustice, à cause de tout ce système cruel qui avait fait qu'une femme aussi extraordinairement précieuse que Fatou se sente si petite et insignifiante. De combien votre voisine a-t-elle besoin pour ses médicaments et son traitement complet? Demanda-t-il. Fatou le regarda, confuse par la question. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, monsieur. Je trouverai un moyen de... Combien, Fatou? Les médecins disent que le traitement complet pour sa maladie coûte environ 15 000 €. Mais elle n'a que quelques centaines d'euros de côté. C'est pourquoi elle n'achète que les médicaments les plus urgents et prie pour que ce soit suffisant. Antoine sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire sans hésiter une seconde. Comment s'appelle exactement votre voisine? Mercedes Dubois. Madame Mercedes Dubois. Tout le monde l'appelle comme ça. Antoine tapa rapidement sur son téléphone, ses doigts se déplaçant avec décision. Voilà, dit-il après quelques secondes, je viens de transférer 50 000 € sur votre compte personnel. 15 000 sont pour le traitement complet de Madame Dubois. Et le reste, les 35 000 restants, sont pour vous. Pour que vous n'ayez plus jamais à voler pour aider quelqu'un que vous aimez. Fatou resta complètement paralysé. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche trembla. Monsieur, je ne peux pas accepter ça. C'est trop. Ce n'est pas une question, Fatou. Je ne vous demande pas la permission. C'est le minimum que je puisse faire pour la femme qui a sauvé mon fils, pour la femme qui a redonné de la lumière à cette maison. Fatou commença à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, comme celles qu'elle avait versées tant de fois dans sa vie. C'étaient des larmes de quelque chose qu'elle avait presque oublié ce que c'était. Une gratitude authentique, un soulagement profond, un espoir renouvelé. Antoine la prit dans ses bras, et dans cette étreinte, deux personnes brisées par la vie trouvèrent un peu de la guérison dont ils avaient tous les deux si désespérément besoin. 6 mois après l'arrivée de Fatou, l'hôtel particulier des Dubois était complètement méconnaissable, pas physiquement. Il avait toujours les mêmes 32 pièces et 4 piscines, et un immense jardin. Mais l'énergie était absolument différente. Il y avait des rires authentiques dans les couloirs, de la musique joyeuse dans la cuisine. L'odeur de gâteaux fraîchement sortis du four flottait partout. Une vie réelle dans chaque recoin. Léo était retourné à l'école après des mois d'absence. Ses professeurs n'arrivaient pas à croire le changement radical chez lui. L'enfant silencieux et triste qui regardait dans le vide était maintenant l'un des plus participatifs de toute la classe. Il se faisait des amis facilement, racontait des blagues qui faisaient rire tout le monde.
levait la main pour répondre aux questions. Il avait même commencé à prendre des cours de guitare parce qu'il voulait apprendre à jouer la chanson de sa maman. Et tout ça parce qu'une femme extraordinaire s'était assise par terre pour chanter avec lui dans l'obscurité de la nuit. Antoine avait aussi profondément changé. Il ne travaillait plus 18 heures par jour comme une machine sans âme. Il rentrait tôt à la maison pour dîner avec son fils et avec Fatou. Tous les trois s'asseyaient à la table de la cuisine, pas dans la salle à manger formelle, immense et froide, et parlaient de leur journée. Léo racontait ce qu'il avait appris à l'école. Fatou partageait de nouvelles recettes qu'elle voulait essayer. Antoine parlait de ses projets d'une manière que sa famille pouvait comprendre. C'était simple, c'était ordinaire. C'était ce que des millions de familles faisaient chaque soir. Et c'était la chose la plus précieuse qu'Antoine avait eue depuis de nombreuses années. Un après-midi d'automne, Antoine rentra à la maison et trouva Léo dans le jardin. L'enfant était agenouillé près d'un rosier, ses mains couvertes de terre, plantant quelque chose avec beaucoup de soin. « Qu'est-ce que tu fais, champion ?» demanda Antoine en s'approchant avec curiosité. Léo se retourna vers lui avec un sourire immense qui illuminait tout son visage. « Je plante un arbre, papa. Mamie Fatou dit que quand on plante un arbre, une partie de soi vit pour toujours, même si on s'en va. L'arbre continue de grandir, et tous ceux qui le voient se souviennent de celui qui l'a planté. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. « Mamie Fatou ? C'est comme ça que je l'appelle maintenant, » dit Léo avec naturel, « parce que c'est comme ma grand-mère, mais en mieux, parce qu'elle est là avec moi tous les jours, parce qu'elle me chante toutes les nuits, parce qu'elle m'aime même si elle n'est pas obligée de le faire. » Antoine regarda vers la maison et vit Fatou les observant depuis la fenêtre de la cuisine. La femme sourit chaleureusement et salua de la main. Antoine lui rendit son salut. Et à ce moment, parfait, il comprit quelque chose qu'il avait mis trop de temps à apprendre. La famille ne se définit pas par le sang qui coule dans les veines. Elle se définit par qui est là, quand on a le plus besoin d'eux. Par qui s'assoit à vos côtés dans les moments les plus sombres et chante jusqu'à ce que la lumière revienne. Ce week-end-là, Antoine organisa un dîner spécial dans l'hôtel particulier. Il invita Madame Dubois, la voisine de Fatou, qui était déjà complètement rétablie grâce au traitement médical complet qu'il avait payé. Il invita les médecins et les psychologues qui avaient soigné Léo pendant les mois difficiles. Il invita quelques employés proches de son entreprise qui étaient devenus des amis. Et il invita aussi quelque chose d'intangible mais de puissant qu'il n'avait pas eu depuis longtemps, l'espoir pour l'avenir. Pendant le dîner, tandis que tous savouraient le festin qu'avait préparé Fatou avec amour, Antoine se leva et demanda l'attention de tous les convives. « J'ai quelque chose d'important à dire, » commença-t-il d'une voix claire. « Il y a 9 mois, ma vie était complètement détruite. J'avais perdu ma femme, mon fils avait cessé de parler, et j'étais tellement abîmé dans ma propre douleur que je ne pouvais rien voir au-delà de mes larmes. » Il regarda directement Fatou, qui était assise modestement au bout de la table. Et puis, une femme est arrivée chez moi, une femme que j'ai jugée immédiatement sur son apparence, sur son âge, sur ses vêtements humbles, sur la couleur de sa peau, sur tout ce que le monde m'avait appris à mépriser. Il fit une pause pour maîtriser son émotion. J'ai installé des caméras secrètes dans ma propre maison pour la piéger. J'étais absolument convaincu qu'elle faisait quelque chose de mal, parce que c'est ce qu'on m'avait appris toute ma vie, que les personnes comme elle font toujours quelque chose de mal, qu'il faut se méfier, qu'il faut surveiller. Fatou baissa les yeux vers son assiette, clairement mal à l'aise avec toute cette attention. Mais Antoine continua, « Et ce que ces caméras ont enregistré a détruit toutes mes fausses croyances.
Elles ont enregistré une femme assise sur le sol froid à 3 heures du matin, chantant pour mon fils brisé. Elles ont enregistré un amour pur et sans condition. Elles ont enregistré une guérison réelle. Elles ont enregistré tout ce que l'argent ne pourra jamais acheter. Antoine marcha jusqu'à Fatou et s'agenouilla à côté de sa chaise. Fatou Diallo, vous n'êtes pas mon employé, vous êtes ma famille, vous êtes la grand-mère de mon fils. Et si vous me le permettez, j'aimerais que cela soit complètement officiel. Il sortit une enveloppe blanche de sa poche. J'ai parlé avec mes avocats pendant des semaines. Si vous signez ces papiers, vous ferez légalement partie de la famille Dubois pour toujours. Vous aurez accès à tout ce que nous avons. Une protection légale complète. Et quand je mourrai un jour, vous hériterez avec Léo comme ma propre mère. Fatou le regarda avec des yeux énormes, remplis d'incrédulité. Monsieur Antoine, je n'ai besoin de rien de tout cela. J'ai seulement besoin. Je le sais parfaitement, interrompit Antoine. Je sais que vous n'avez besoin de rien de matériel. C'est exactement pour cela que je vous donne tout. Parce que les personnes qui ne demandent jamais rien sont précisément celles qui méritent tout. Léo se leva de sa chaise et courut vers son père et Fatou. Dis oui. Mamie, s'il te plaît. Dis oui. Fatou regarda l'enfant qu'elle avait appris à aimer comme si c'était son propre petit-fils. Puis, elle regarda Antoine, qui lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu en 65 ans de vie. Un endroit permanent, une famille réelle, un foyer où elle appartenait. Et finalement, elle leva les yeux vers le plafond, vers l'endroit où elle imaginait que ses enfants étaient. Carlos, avec son sourire espiègle. Eduardo, avec ses yeux curieux. Rosita, avec ses tresses parfaites. Elle avait toujours pensé que sa vie était terminée quand ils étaient morts dans cet autobus, qu'elle existait seulement et non vivait, attendant patiemment son tour de les rejoindre. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait complètement torte. Sa vie n'était pas terminée ce jour terrible. Elle avait simplement pris un chemin différent, qu'elle ne pouvait pas voir à ce moment-là. Un chemin long et douloureux, qui l'avait finalement conduite jusqu'à cet hôtel particulier, jusqu'à cet enfant blessé, qui avait besoin exactement de ce qu'elle pouvait donner, jusqu'à cette famille, qui avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin d'eux. Oui, dit-elle finalement d'une voix tremblante. J'accepte. Léo cria de joie pure et la serra dans ses bras de toutes ses forces. Antoine sourit, les larmes coulant librement sur son visage, et tous les invités applaudirent avec une émotion sincère. Madame Mercedes essuyait ses larmes avec une serviette. Les médecins souriaient, émerveillés. C'était un moment de bonheur parfait. Mais le moment le plus important de cette soirée ne fut pas la signature des papiers légaux. Ce fut ce qui se passa bien plus tard, quand tous les invités étaient partis et que la maison était retombée dans le silence. Léo dormait déjà profondément dans son lit, avec un sourire sur son visage. Antoine et Fatou étaient dans la cuisine, lavant la vaisselle ensemble dans un silence confortable. L'eau coulait doucement. Les assiettes tintaient. C'était un moment domestique simple, ordinaire, parfait. Merci, dit finalement Antoine. Pour absolument tout. Fatou sourit en essuyant une assiette avec un torchon. Vous n'avez pas à me remercier de quoi que ce soit, monsieur Antoine. C'est moi qui devrais vous remercier. Pourquoi dites-vous cela? De me donner une raison de continuer à vivre. Antoine cessa de laver la vaisselle et la regarda avec attention. Quand je suis arrivé dans cette maison il y a 9 mois, j'étais très fatigué, dit Fatou d'une voix calme. Fatigué de la vie. Fatigué d'être seul. Fatigué de me réveiller chaque matin en me demandant pourquoi je continuais à exister. Elle fit une pause, ses mains immobiles sur l'assiette qu'elle était en train de sécher. Mais ensuite,
J'ai vu Léo la première semaine. Et j'ai vu dans ses yeux exactement la même douleur que je connais si intimement bien. Et j'ai pensé quelque chose de simple, mais de puissant. J'ai pensé, si je peux aider cet enfant, ne serait-ce qu'un petit peu, alors ma vie a encore un sens. Il y a encore une raison de se réveiller demain. Fatou remit l'assiette à sa place sur l'étagère. Et il se trouve qu'en l'aidant lui, je me suis aidé moi-même sans m'en rendre compte. Il se trouve que l'amour fonctionne de cette manière mystérieuse. Plus on donne sans attendre rien en retour, plus on a à l'intérieur de soi, plus on se vide de soi-même pour remplir les autres, plus on se sent rempli. Antoine acquiesça lentement en silence. Ma femme Isabelle disait quelque chose de très similaire, dit-il après un moment. Elle disait que l'amour est comme une bougie allumée. On peut utiliser cette bougie pour allumer 1000 bougies supplémentaires. Et la flamme originale ne s'éteint jamais. Elle ne devient jamais plus petite. Elle crée seulement plus de lumière. Fatou sourit avec reconnaissance. Votre femme était très sage, une femme spéciale. Elle l'était. Elle était la personne la plus spéciale que j'ai jamais connue. Et je suis absolument sûr qu'elle vous aurait énormément aimé. Je crois que vous seriez devenus de grandes amies. Fatou regarda par la fenêtre de la cuisine vers le jardin sombre, où l'on pouvait à peine voir la silhouette du petit arbre que Léo avait planté. Je crois qu'elle m'a envoyé ici, dit-elle à voix très basse. Je crois que de là où elle est, elle a vu que son fils avait besoin de quelqu'un de spécifique, quelqu'un qui comprenne sa douleur, et d'une manière ou d'une autre. Elle m'a mise sur le bon chemin pour arriver jusqu'à vous. Mais Antoine sentit un frisson parcourir tout son dos. Il n'était pas un homme particulièrement religieux. Il ne croyait pas aux anges, ni aux interventions divines, ni aux signes de l'univers. Mais il y avait quelque chose de profondément vrai dans les paroles de Fatou. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer avec la logique, mais qu'il ne pouvait pas non plus nier avec honnêteté. Peut-être avez-vous raison, dit-il finalement. Peut-être qu'Isabelle vous a envoyé. Peut-être qu'elle veille sur nous, d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Fatou acquiesça doucement. Ou peut-être que ce n'était qu'une coïncidence, un accident du destin. L'explication importe peu. Ce qui compte, c'est que nous soyons ici maintenant, tous les trois ensemble. Et c'est beaucoup plus que ce que je pensais avoir à 65 ans. Antoine sourit. Et c'est beaucoup plus que ce que je pensais avoir à 45 ans. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, regardant ensemble par la fenêtre de la cuisine. La pleine lune illuminait le jardin d'une lumière argentée. Le petit arbre que Léo avait planté n'était qu'une frêle brindille agitée par le vent. Mais un jour, si on en prenait soin, il deviendrait grand et fort. Il donnerait de l'ombre pendant les jours de chaleur. Il donnerait des fruits sucrés, comme la famille qu'ils avaient construite ensemble à partir de rien. Un homme d'affaires qui avait appris que l'argent n'achète pas ce qui compte vraiment. Une femme qui avait tout perdu et trouvé une seconde chance d'aimer. Et un enfant qui avait cessé de parler et retrouvé sa voix. 3 personnes brisées qui, ensemble, avaient créé quelque chose de complet. Quelque chose de beau. Quelque chose qui valait plus que tous les hôtels particuliers et toutes les fortunes du monde. Et tout avait commencé avec une chanson à 3 heures du matin, un an plus tard. Antoine fut invité à donner une conférence magistrale lors d'un congrès d'entrepreneurs très important. Le thème officiel était le leadership entrepreneurial. Mais Antoine ne parla ni de stratégie commerciale, ni de chiffres impressionnants, ni de projections de marché. Il parla de Fatou. Il raconta toute l'histoire devant des centaines de personnes, les caméras qu'il avait installées, les préjugés qu'il avait, la honte qu'il ressentait maintenant, la révélation magique à 3 heures du matin. Il raconta comment il avait jugé une femme extraordinaire sur son apparence et avait failli perdre le plus grand cadeau de toute sa vie. Et quand il eut fini de parler, l'auditoire était dans un silence absolu.
Des centaines d'entrepreneurs prospères, habitués à parler d'argent, de pouvoir et de concurrence, avec les larmes aux yeux. Antoine regarda vers le premier rang de l'auditoire, où Léo et Fatou étaient assis. Léo, qui avait maintenant 9 ans et demi, lui faisait des signes enthousiastes pour lui dire qu'il avait très bien fait. Et Fatou souriait simplement, avec ce sourire chaleureux qu'Antoine avait appris à reconnaître comme de l'amour pur. Antoine termina sa conférence par une question qui laissa tout le monde pensif. Combien de Fatou y a-t-il dans vos vies en ce moment même, demanda-t-il en regardant le public. Combien de personnes extraordinaires avez-vous jugées sans prendre le temps de les connaître? Combien d'opportunités incroyables avez-vous perdues en vous laissant emporter par des préjugés que quelqu'un vous a enseignés? Il fit une longue pause pour laisser les mots pénétrer. Je vous demande une seule chose aujourd'hui. Une seule. Quand vous sortirez d'ici, regardez les gens d'une manière complètement différente. Surtout ceux qui semblent insignifiants au premier abord, ceux que le monde ignore, ceux qui n'ont ni pouvoir, ni influence, ni argent, parce que peut-être, juste peut-être, l'un d'eux est exactement l'ange que vous attendez depuis toute votre vie. Tout l'auditoire applaudit debout pendant plusieurs minutes. Mais Antoine n'écoutait pas vraiment les applaudissements. Il n'écoutait que la voix de son fils, qui criait avec enthousiasme depuis le premier rang. « C'est mon papa, ça, et c'est ma grand-mère, Fatou, et je vous aime beaucoup tous les deux. Et ça, pensa Antoine, tandis que les larmes coulaient sur son visage souriant. C'était le seul applaudissement qui comptait vraiment dans tout l'univers. 3 ans après l'arrivée de Fatou à l'hôtel particulier des Dubois, Léo eut 11 ans. Il n'était plus du tout l'enfant brisé et silencieux qui regardait par la fenêtre sans voir. C'était un garçon plein d'énergie et de vie. Il jouait de la guitare avec un talent naturel. Il avait beaucoup d'amis fidèles. Il avait d'excellentes notes à l'école. Et tous les soirs, sans aucune exception, il allait dans la chambre de sa grand-mère Fatou pour lui donner un baiser de bonne nuit et écouter une chanson. C'était son rituel sacré, son moment spécial que rien au monde n'interrompait. Parfois, ils chantaient ensemble les vieilles chansons qu'elle lui avait enseignées. Parfois, ils parlaient simplement de leur journée. Parfois, ils s'asseyaient simplement en silence, profitant de la compagnie de l'autre. Fatou avait maintenant 68 ans. Ses pas étaient un peu plus lents qu'avant. Ses mains tremblaient légèrement parfois. Mais son cœur restait exactement le même, grand comme le ciel, généreux comme la mer, infini comme l'amour d'une mère. Un jour de printemps, Léo posa à Fatou une question qu'il voulait poser depuis longtemps. « Grand-mère, comment as-tu fait pour continuer après avoir perdu tes enfants? Comment as-tu survécu à quelque chose d'aussi horrible ?» Fatou le regarda avec une tendresse infinie. « Ce n'était pas facile, mon petit. Il y a eu beaucoup de jours où je ne voulais pas me réveiller. Des jours où la douleur était si énorme que je ne pouvais même pas respirer. Des jours où je pensais qu'il valait mieux simplement cesser d'exister. Alors comment as-tu fait? Qu'est-ce qui t'a donné de la force ?» Fatou sourit avec un mélange de tristesse et de paix. Un jour, plusieurs mois après l'accident, j'ai pris une décision très importante. J'ai décidé que chaque jour où je continuerai à vivre, je le vivrai pour eux, en leur honneur, en leur mémoire. Chaque fois que j'aiderai quelqu'un, ce serait au nom de Carlos, d'Eduardo et de Rosita. Chaque chanson que je chanterai serait pour me souvenir d'eux et les maintenir en vie dans mon cœur. Elle fit une pause, regardant par la fenêtre vers le jardin fleuri. Et un jour, sans me rendre compte de quand cela s'est passé exactement, la douleur s'est transformée en quelque chose de différent. Elle n'a jamais disparu. Parce que le véritable amour ne disparaît jamais complètement. Mais elle s'est transformée. Elle s'est transformée en force quand je me sentais faible, en but quand je me sentais perdu, en raison de continuer quand tout semblait insensé. Léo acquiesça lentement,
traitant les mots. C'est exactement ce que je ressens avec ma maman, dit-il après un moment. Avant. Ça me faisait très mal de penser à elle. La douleur était comme un couteau dans la poitrine. Mais maintenant, quand je pense à elle, je me sens bien, comme si elle était près, comme si elle me donnait une très longue étreinte de très loin. Fatou prit la main de Léo entre les siennes avec délicatesse. C'est précisément ce qu'elle est en train de faire, mon petit. Bon, exactement ça. Ta maman n'est jamais vraiment partie. Elle a juste changé de forme. Maintenant, elle est le vent qui agite les feuilles. Elle est le soleil qui te réchauffe le visage. Elle est la chanson qui résonne dans ton cœur quand tu as besoin d'elle. Léo sourit et embrassa sa grand-mère. Et dans cette étreinte, deux âmes qui avaient connu la douleur la plus profonde trouvèrent réconfort et paix une fois de plus. 5 ans après l'arrivée de Fatou à l'hôtel particulier. Quelque chose commença à changer lentement. Ce n'était rien de dramatique, ni de soudain. Il n'y eut ni crise, ni urgence. Simplement, petit à petit, Fatou a commencé à se fatiguer plus facilement, à dormir plus d'heures pendant la journée, à marcher plus lentement dans les couloirs, à oublier de petites choses qu'elle se rappelait parfaitement avant. Antoine l'a emmenée au meilleur hôpital de la ville pour lui faire passer tous les examens possibles. Les résultats ont confirmé ce que tout le monde craignait en silence. Le cœur de Fatou faiblissait. Des années de travail acharné, de stress, de douleur, de perte, avaient eu raison d'elle. Il lui restait, selon les médecins, quelques mois au maximum. Quand Fatou a reçu la nouvelle, elle n'a pas versé une seule larme. Elle a juste souri avec sérénité et dit quelque chose qui a laissé tout le monde absolument sans voix. « Mes enfants m'attendent depuis longtemps là-haut. Il est temps d'aller les voir enfin. Mais on a besoin de toi ici, mamie, » dit Léo, qui avait déjà 13 ans et était presque aussi grand que son père. « Tu ne peux pas encore partir. » Fatou l'a regardé avec tout l'amour infini de l'univers. « Je serai là pour toujours, mon petit, seulement d'une manière différente de celle que tu connais. » Elle a touché la poitrine de Léo, juste au-dessus de son cœur, ici, à l'intérieur, dans ton cœur, où ma chanson va vivre éternellement, où jamais, jamais, je ne partirai. Les derniers mois de la vie de Fatou ont été, paradoxalement, les plus heureux qu'elle ait vécus depuis des décennies. Pas parce qu'elle n'avait pas peur de mourir, parce que si, elle avait peur, comme tout être humain, mais parce qu'elle était complètement entourée d'amour véritable. Antoine a réduit son travail au minimum absolu pour passer chaque moment possible avec elle. Léo lui lisait des livres tous les après-midi, choisissant soigneusement des histoires qu'il savait qu'elle aimerait. Donna Mercedes, qui était maintenant complètement saine et pleine d'énergie, venait lui rendre visite chaque semaine sans faute. Et tous les soirs, tous les trois, Antoine, Léo et Donna Mercedes s'asseyaient ensemble dans la chambre de Fatou et elle chantait la même chanson que toujours, cette mélodie ancienne qui avait traversé des générations et des continents. Seulement, maintenant, Léo chantait avec elle en parfaite harmonie. Et Antoine avait aussi appris les paroles et ajouté sa voix. 3 voix différentes unies dans l'obscurité de la nuit, se souvenant de tout ce qu'ils avaient vécu, célébrant l'amour qu'ils partageaient, se préparant pour l'adieu inévitable, une nuit de novembre, quand le froid de l'hiver commençait à se faire sentir. Fatou a appelé Antoine et Léo dans sa chambre. Elle était allongée dans son lit avec des draps blancs, faible, mais toujours souriante. « J'ai besoin de vous demander quelque chose de très important, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Ce que tu veux, mamie, » dit Léo en tenant sa main. « Quand je partirai,
Je ne veux pas que vous soyez triste trop longtemps. Je veux que vous célébriez. Comment on va célébrer si tu n'es plus avec nous? Demanda Antoine d'une voix brisée. Fatou sourit avec une paix absolue. Vous allez célébrer tout ce que nous avons vécu de beau ensemble. Chaque chanson que nous avons chantée, chaque rire que nous avons partagé, chaque moment dans la cuisine à faire des gâteaux, chaque nuit magique à 3 heures du matin quand tout cela a commencé il y a des années. Elle regarda Antoine avec des yeux remplis de gratitude. Promettez-moi que vous n'allez pas laisser ma mort vous détruire. Vous savez déjà parfaitement comment sortir de la douleur la plus profonde. Vous l'avez déjà fait une fois quand vous avez perdu Isabelle. Vous avez les outils. Vous avez la force. Vous pouvez le faire à nouveau. Antoine acquiesça avec des larmes coulant sur son visage. Je te le promets, Fatou, je te le promets. Et toi, mon petit, dit Fatou en regardant Léo avec un amour infini. Promets-moi que tu vas continuer à chanter notre chanson toute ta vie, que tu vas l'enseigner à tes enfants quand tu en auras, et à tes petits-enfants après eux, pour qu'elle ne se perde jamais, pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans le monde qui chante notre mélodie. Léo acquiesça avec le visage inondé de larmes. Je te le promets, mamie, je te le promets de tout mon cœur. Fatou ferma les yeux lentement et soupira avec une paix complète. Alors je suis prête, dit-elle d'une voix à peine audible. Je suis prête à aller voir Carlos, Eduardo et Rosita. Ils m'attendent les bras ouverts. Fatou Diallo mourut cette même nuit de novembre, pacifiquement, sans aucune douleur, entouré d'amour, avec une main tenue fermement par Antoine, et l'autre main tenue avec une égale fermeté par Léo, et avec un sourire serein sur le visage qui resta même après qu'elle eut cessé de respirer. Les obsèques de Fatou Diallo ne furent pas un événement triste et lugubre. Ce fut exactement ce qu'elle avait demandé. Une célébration de sa vie extraordinaire. Antoine loua la salle d'événements la plus grande qu'il put trouver et la remplit complètement de fleurs jaunes brillantes, la couleur préférée de Fatou. Il invita toutes les personnes que Fatou avait aidées et touchées tout au long de ses 68 ans de vie. Et il s'avéra qu'il y en avait beaucoup plus qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il y avait d'anciens employeurs des décennies passées qui racontèrent des histoires poignantes de la façon dont Fatou avait pris soin de leurs enfants avec un amour maternel. Il y avait des voisins de tous les endroits où elle avait vécu qui se souvenaient de sa générosité infinie et de sa disposition à toujours aider. Il y avait des familles entières, dont certaines avaient voyagé de très loin, qui dirent que Fatou leur avait changé la vie d'une manière qu'elle ne pourrait jamais expliquer complètement. Et au centre de tout, debout devant des centaines de personnes, il y avait Léo, le garçon qui ne parlait pas, qui avait maintenant 13 ans, était presque aussi grand que son père, et monta sur scène avec sa guitare à la main. « Je vais chanter une chanson », dit-il d'une voix ferme et claire qui ne tremblait pas. C'est une chanson très spéciale. Ma grand-mère Fatou me l'a enseignée il y a 5 ans, quand je ne pouvais pas parler et elle m'a aidé à trouver ma voix. Il leva les yeux vers le plafond de la salle. Enfin, en réalité, c'est moi qui lui ai appris la mélodie. Et elle y a mis les paroles parfaites. Alors, je suppose que nous l'avons créée ensemble. Elle et moi. C'est notre chanson. Il ajusta sa guitare. Ceci est pour toi, mamie Fatou, et pour ma maman Isabelle, et pour Carlos, Eduardo et Rosita, et pour tous ceux qui nous regardent d'en haut avec amour. Et il commença à jouer et à chanter. La même chanson que toujours, la mélodie ancienne qui avait sauvé sa vie il y a 5 ans. La chanson qu'une femme sage avait utilisée pour guérir un enfant brisé. Et toute la salle, des centaines de personnes de tous les âges, chanta avec lui. Les voix s'unirent dans un chœur imparfait, mais magnifique.
se souvenant d'une femme qui était arrivée dans un hôtel particulier comme simple employée de maison et avait quitté ce monde comme une reine aimée de tous. 10 ans après la mort de Fatou, Antoine Dubois était connu dans tout le pays pour la fondation Fatou Diallo, une organisation dédiée à aider les employés de maison. Il leur offrait une éducation, un soutien juridique, une assistance médicale et surtout, il leur offrait la dignité. Léo, qui avait déjà 23 ans, était le directeur des programmes de la fondation. Il avait étudié la psychologie, inspiré par sa propre guérison. Et maintenant, il consacrait sa vie à aider d'autres enfants qui avaient subi des pertes tragiques. Un soir, il reçut un cas, un enfant de 7 ans, prénommé Sacha, qui avait cessé de parler après avoir perdu sa mère. Léo sourit en lisant le rapport. Il connaissait cette histoire parfaitement. Il appela le père et lui posa une seule question. Sacha a-t-il une chanson préférée? Une que sa maman lui chantait? Le père dit que oui. Parfait, dit Léo. Enseignez-moi la chanson et faites-moi confiance, parce que ça marche. Et ainsi, la chaîne d'amour continua, génération après génération, chanson après chanson. 20 ans plus tard, Antoine Dubois décéda, à l'âge de 70 ans. Dans son testament, il demanda à être enterré aux côtés de Fatou, unis pour toujours. Léo, qui avait maintenant 43 ans et 2 enfants, accomplit les volontés de son père. Sur la pierre tombale, il grava la phrase que Fatou avait dite tant d'années auparavant. L'amour est comme une bougie. On peut allumer 1000 bougies avec une seule. Et la flamme originale ne s'éteint jamais. Aux côtés de Fatou, reposaient maintenant aussi Claude, Émilie et Rosalie, ses enfants. Antoine avait fait transférer leurs restes pour réunir la